C'est bon, on m'entend? Parfait. Bonjour à tous, je m'appelle Stéphanie Walter, je travaille en tant que designer intégrateur web chez Alza Création et je suis aussi un petit peu freelance à côté. Je suis spécialisée en tout ce qui est interface et ergonomie mobile. Donc aujourd'hui j'ai intitulé ma conférence Guérilla Design en milieu hostile, responsive et mobilité. Un petit disclaimer avant de commencer, quand je veux dire mobile, j'entends aussi par là les tablettes, les phablettes, tous ces petits trucs avec des écrans de différentes tailles. Mais pour simplifier, je vais utiliser aujourd'hui le terme mobile. Donc le mot guérilla, c'est un mot qu'on entend assez souvent, en général quand on parle en design, en productivité, en développement de guérilla. Ça veut dire appliquer des méthodes avec les moyens du bord, la méthode très bien certifiée qui s'appelle à l'arrache, et souvent des techniques non conventionnelles. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'à l'heure actuelle, c'est un petit peu compliqué de designer pour tous les gabarits d'absolument tout ce qu'on a sur le marché. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'on a tendance à prendre de plus en plus de décisions d'optimisation mobile en temps réel dans le navigateur. J'aime beaucoup cette image, ça illustre un petit peu la galère dans laquelle tout le monde se retrouve aujourd'hui. C'était le discours du pape en 2005 et l'image en dessous c'est en 2013. Donc tous les petites lupiotes là, c'est pas le concert de Johnny Hallyday des briquets, non, c'est des appareils mobiles. Et puis il y a même des gens qui prennent des photos et des trucs avec leur smartphone et leur tablette. Ce genre s'en fout. Donc le monde va vite, le monde va très vite, et ça fait flipper nos clients, ça fait flipper les designers et les développeurs. En fait, ça fait peur à tout le monde, parce que c'est un peu compliqué de prendre le train en marche. Donc la question que je vais essayer plus ou moins de répondre, à laquelle je vais essayer de répondre en 45 minutes, c'est comment est-ce qu'on va survivre dans cette jungle de mobile? Comment est-ce qu'on va pouvoir réussir à communiquer efficacement, que ce soit entre créatifs de toute taille, développeurs, designers, intégrateurs, clients, chefs de projet, et au final, tous les acteurs d'un projet? La première difficulté, c'est une jungle sémantique. On se retrouve avec des mots bizarres, responsive, adaptative, adaptive, site dédié, application mobile, voire encore pire, progressive enhancement ou amélioration progressive. Donc on se retrouve avec un petit peu un espèce de nuage de mots-clés et derrière des clients qui ne savent plus du tout où donner de la tête. Ils ont entendu certains de ces mots. C'est aussi super compliqué pour nous, en tant que designers, développeurs, de définir ces mots. Parce que tout le monde ne met pas forcément la même chose derrière le mot mobilité ou adaptive web design. On va commencer simple. L'application native, en général, le client sait et comprend. C'est un truc, entre guillemets, qui va s'installer dans mon navigateur, sur mon téléphone. En termes de design, ça veut dire designer pour plusieurs plateformes. En termes de développement, c'est souvent développement spécifique, à moins de passer par des solutions un peu exotiques, genre Cordova, Titanium, ce genre de trucs. Donc ça, le client, il comprend assez vite. Donc, une application native, ça va. Par contre, l'utilisateur n'a pas forcément installé l'application de mon client sur son téléphone. À un moment donné, l'utilisateur, il va falloir qu'il la découvre. Et puis, à moins de connaître la marque et se dire je vais chercher Facebook sur l'App Store ou sur l'Android Market, il y a un moment donné, le client, il va quand même devoir passer par quelque chose dans le navigateur. Donc ensuite, on a les solutions navigateurs. C'est là où ça se complique, c'est qu'au final, ça veut dire quoi concrètement un site optimisé mobile aujourd'hui? L'autre chose aussi, c'est que même si on a énormément de gens qui utilisent le web sur des applications, on se retrouve aussi à avoir des passerelles. Si par exemple, vous ouvrez un lien depuis Facebook ou Twitter ou Feedly depuis un iPad, ce qui se passe, c'est que vous n'allez pas l'ouvrir dans le navigateur, vous allez l'ouvrir dans une web view. Si jamais c'est par exemple une page produit, il y a plutôt intérêt à ce que votre page produit s'affiche correctement. Donc optimiser aujourd'hui pour le mobile, c'est non seulement optimiser pour les gens qui vont visiter mon site depuis un navigateur web, mais aussi c'est optimiser pour tous les gens qui vont venir sur mon site via une application tierce qui va ouvrir mon site dans une WebView. Le site mobile dédié. Ça, en général, c'est pas trop compliqué à expliquer à un client. C'est concrètement, il y a souvent deux URL. D'un côté, on a du www.flickr.com. De l'autre côté, on a du m.flickr.com. Ça, c'était un peu avant. D'ailleurs, aujourd'hui, on a des sites comme Decathlon, par exemple, qui ne changent plus d'URL et pourtant, ils ont une version dédiée, une version mobile. Niveau technique, comment ça se passe? En fait, je vais designer 2, voire par exemple 3 sites
en 3 tailles différentes. Donc je vais faire souvent quelque chose de ce que j'ai là à gauche d'Ultra DD Mobile, quelque chose pour les grands écrans. Le serveur, il regarde, bonjour, qu'est-ce que t'es? Est-ce que t'es un mobile? Oui, je t'envoie cette version. Si t'es un grand navigateur, je t'envoie cette version. Donc le site mobile dédié, c'est une solution parmi tant d'autres. Donc là, c'est se dire, je détecte, qu'est-ce qui vient? Le problème de ça, c'est que derrière, il faut une liste de absolument tous les user agents de tous les mobiles. C'est pas forcément super pratique. On a une autre solution qui consiste à se dire, plutôt que de détecter l'appareil, je vais regarder quelle est sa taille. Et puis je vais proposer un truc qui s'adapte à n'importe quel type d'appareil ou de plateforme, de support, de manière totalement identique et transparente pour l'utilisateur. C'est ce qu'on appelle plus ou moins le responsive web design. Ça pourrait ressembler à quelque chose comme ça. Donc au fur et à mesure, j'ai pas du tout en fait de changement d'URL. Mon utilisateur va s'amuser à redimensionner mon navigateur. Et au fur et à mesure où je redimensionne, je vois que ça bouge. J'ai la navigation qui change de place. J'ai la taille de mes blocs qui se déplace. Donc ce site-là, c'est plutôt pratique. Quand on va chez le client, on va lui expliquer qu'est-ce que c'est le responsive web design. On peut par exemple lui montrer 5 exemples, de lui dire, voilà, monsieur le client, c'est un site qui s'adapte. Si jamais votre mobile il est entre deux résolutions, aucun souci, mon site va s'adapter. Donc ça, c'est bien sympa. Ça a été plus ou moins popularisé en 2010 par monsieur Ethan Marcotte et son livre Responsive Web Design, où il décrit cette technique. Donc il faut vraiment voir le côté technique comme étant composé de 3 choses. Des grilles fluides, donc au lieu de faire des largeurs en pixels, on fait des largeurs en pourcentage. Des media queries CSS, donc ça permet concrètement de faire des feuilles de style conditionnelles et de déplacer les petits blocs. Et des images flexibles. Une autre astuce pour expliquer aux clients le responsive, c'est mediaquery.es. C'est un site, une espèce de galerie. L'avantage de ça, c'est qu'encore une fois, ici, on ne vous présente pas des appareils. On vous présente différentes tailles. Et donc, au client, on va lui dire, voilà, quelle que soit la taille au final de l'appareil de votre utilisateur, il va pouvoir faire en sorte que mon site s'adapte automatiquement. Attention, danger. Quand je mets les petits points d'exclamation, là, c'est les pièges à éviter. C'est que du coup, on s'est rendu compte que derrière, on a des clients qui commencent à avoir des comportements de redimensionneurs chroniques. C'est qu'au lieu de tester sur des vrais appareils, on a des clients qui vont tester mon site en redimensionnant, en redimensionnant dans tous les sens. Et en phase de recette, ils vont être, je dirais pas pénibles, mais c'est un petit peu compliqué de leur dire, oui, là, c'est normal que ça ne marche pas parce qu'on a mis un JavaScript qui permet de charger des ressources. Ok, d'accord. Donc, il est sympa, Ethan Marcotte, mais en fait, juste faire des grilles fluides et déplacer quelques blocs, en général, ça ne suffit pas. On a besoin de beaucoup plus, en fait, pour faire un site optimisé mobile. Et c'est là où, en fait, intervient l'adaptive design. C'est que le responsive, c'est juste le sommet de l'iceberg. Derrière, on a plein de choses. On va faire attention à la performance. On va charger des ressources en asynchrone. On va charger des choses on demand pour éviter de surcharger sur mobile. L'ergonomie, les tailles des zones. Capacité des images, les tableaux, une galère en responsive, les touch events, gérer les rédacteurs web aussi, leur expliquer votre contenu il va finir sur plein de plateformes. Donc tout ça en fait, ça a plein de noms. Il y a des gens qui appellent ça adaptive web design, adaptatif en français, amélioration progressive, progressive enhancement. La question c'est pas forcément comment on l'appelle ensuite, c'est comment est-ce qu'on va présenter ça au client. Le client, lui, il a tendance à s'en foutre un peu, en fait. Lui, il veut un truc qui marche. Pour beaucoup de clients, le mot responsive, c'est devenu synonyme de mon site va s'afficher sur mobile. La technique qui est derrière, au final, ça ne le regarde pas forcément. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour s'en sortir de cette espèce de jungle sémantique, où même nous, entre designers et développeurs, on n'est pas d'accord, c'est définir le projet en amont. Définir le périmètre correctement avec le client dans le cahier des charges, lui dire oui effectivement si jamais la navigation elle est totalement différente entre votre version mobile et version tablette, on va peut-être avoir besoin de 2 templates ou changer, faire des chargements. Si jamais vous voulez des images différentes qui soient plus légères sur mobile et sur grand écran, à l'heure actuelle avec les technologies d'aujourd'hui, on va être obligé de passer par des hacks. Donc c'est un petit peu ce genre de choses qui sont compliquées à faire comprendre aux clients, c'est définir le périmètre en amont pour que derrière, en phase de recette, on ne se retrouve pas coincé avec un client qui redimensionne son navigateur dans tous les sens et qui ne comprend pas pourquoi la carte ne s'adapte pas automatiquement, alors que 3 semaines avant, on lui avait vendu que le site responsive, c'est magique, ça s'adapte tout seul. Donc, à partir de là, j'ai défini mon périmètre en amont, c'est cool, va falloir commencer à réfléchir sur mon produit.
Souvent, on a tendance à faire appel à une boîte d'ergonomie qui vont nous fournir des maquettes. Ils vont faire du 320, du 1024, du 768. Le client valide ou non l'ergonomie. Il ne la valide pas, on repart en zone de wireframing, ça reprend 5 jours, c'est super long. Il le valide, c'est cool, hop, ça passe en design. Donc une espèce de truc à la chaîne. Le problème de ça, c'est que c'est pas très flexible, ça ne permet pas les allers-retours, surtout si c'est différentes boîtes qui travaillent sur le projet. Et qu'en plus, on a tendance à s'attacher beaucoup trop à la haute fidélité des wireframes. C'est que derrière, quand le client il a validé un truc, on ne peut plus du tout revenir en arrière. Donc il y a des choses un peu plus faciles et surtout qui prennent moins de temps. C'est concrètement du processus papier. Donc l'avantage du prototype papier, c'est que d'une, c'est pas cher en matériel. Ciseaux, post-it, quelques crayons et puis go. On peut l'utiliser à différentes phases en amont d'un projet. La première, c'est l'architecture d'information. Vous avez beau avoir un site de ouf qui fonctionne sur mobile, si derrière votre utilisateur ne trouve pas les contenus, que votre architecture d'information elle est trop complexe et que du coup il n'arrive pas à naviguer dans le site, ça ne sert pas à grand chose. Donc ici c'est un exemple de la refonte du nouveau site de l'agence. Non, ça va, vous voyez pas grand chose. Donc l'idée c'était de se dire, chaque post-it c'est un élément de l'architecture sur la page. Donc on a déposé tous ces post-it. En fonction de la hauteur sur la page, c'est plus ou moins important. S'il y a deux post-it l'un à côté de l'autre, ça ne veut pas forcément dire que ça va être du colonnage, mais plus que c'est des informations à niveau égal. Là, c'est du grand écran. Si maintenant je veux faire l'architecture d'information mobile, je peux reprendre tous ces post-it, donc on va le prendre en photo pour avoir une trace, et je vais pouvoir les recoller sur quelque chose d'un petit peu plus petit. Donc ça permet une base de communication. C'est que derrière, on va pouvoir aller voir les boss en leur disant voilà, qu'est-ce que tu penses de ça si je mets ces informations-là sur la nouvelle page de formation. Ouais, c'est pas mal, mais en fait, il manque un bouton Call to Action. Pas de souci, j'ai un post-it, donc tu rajoutes le bouton Call to Action. Donc c'est vrai que ça permet d'itérer au final super rapidement, sans être figé dans un processus de mon ergonome, il est dans son coin, il fait son machin et il présente à tout le monde à la fin. Un cran plus loin, c'est que ça permet de recommencer de zéro. C'est bête, mais quand on a passé beaucoup de temps à travailler sur un truc, on a beaucoup de mal à lâcher prise. De se dire, mais attends, là, ça marche pas, il faut qu'on recommence. Donc ici, c'est un exemple d'un projet avec lequel, donc c'est l'applicatif natif. On avait travaillé avec le client, nous, on a fait uniquement le design. Il a testé le design sur des utilisateurs et s'est rendu compte que ça marchait pas. Il y a 28 vues de base dans cette application. Les utilisateurs sont perdus, ils ne comprennent pas comment ça marche. Du coup, ce qu'on a dit, c'est que plutôt que de passer 5 jours à te faire des super wireframes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va itérer. Donc on a passé une demi-journée, moi et ma collègue, dans une salle, on a remis à plat, on a plus ou moins fait ce qu'on appelle des personas, donc c'est qui est l'utilisateur, pourquoi on design pour lui, qu'est-ce qu'il veut faire surtout. Donc recentrer vraiment le design de cette application côté utilisateur. Et en fait, on est arrivé à faire la même chose en 2, 4, 6, 8 vues, en itérant un petit peu pas mal. Donc ça, c'était dans notre salle de réunion à nous. On a pris le truc en photo pour pouvoir ensuite le recréer chez le client. Donc l'idée, c'est de se dire, on prend beaucoup moins de temps en fait. On a passé une demi-journée, on a moins de scrupules de recommencer de zéro. On teste une idée, ça marche pas, c'est pas grave. On enlève les post-it, on refait. La nouvelle idée, est-ce que ça marche mieux? Oui, non, non. Bon, on refait. Donc c'est vrai que ça permet d'aller au final très très vite. La deuxième chose, c'est qu'on ne sait pas forcément toujours dans quelles conditions on va présenter ces designs. Donc ça, c'est facile à transporter. Il n'y a pas besoin de Wi-Fi, donc on a pu débarquer dans une réunion à Paris sans Wi-Fi, juste dans une salle de réunion avec une table et des chaises, et rouler jeunesse. La troisième chose vraiment chouette, c'est on s'est rendu compte que ça facilite la discussion. Bon, je vous cache pas que quand on est arrivé dans une réunion client en tant que deux femmes designers, genre coucou les gars, on vous présente des post-it, les développeurs ils ont rigolé, ils nous ont regardé avec un grand sourire, genre c'est quoi ce bazar? Et puis au fur et à mesure, on a commencé à leur expliquer le concept de l'app, et puis ils sont rentrés dans le jeu. Ils ont commencé à dire oui, mais attends, ça techniquement c'est pas faisable. Ça sur Android ou iOS, t'oublies, on ne va pas pouvoir le faire. Par contre, ça on pourrait le mettre là. Et puis en fait, ils ont commencé avec nous à déplacer les post-it. Pareil pour le client qui disait ouais, mais attendez, c'est cool votre truc, mais si jamais. Donc on s'est rendu compte qu'en fait, en travaillant sur du processus papier, on a enlevé une barrière technologique en fait. N'importe qui sait concrètement se servir d'un morceau de papier, de post-it, de crayon. Donc c'est vrai que ce genre de processus, en phase amont du projet, pour définir ensemble avec les intégrateurs, avec les designers, avec les développeurs, avec le client, comment va se passer notre application, c'est magique. Parce que derrière, tout le monde peut participer en n'ayant strictement aucune compétence de comment faire un wireframe.
Donc ça facilite la discussion, et en fait on en a été les premiers surpris. Nous on s'est dit, bah voilà, on va présenter notre truc, ça va être cool. Et le fait que les développeurs commencent vraiment à discuter et qu'au fur et à mesure on rajoute des post-it, bah, ça nous a surprises, et au final on s'est rendu compte que ça marchait pas trop mal. Pour aller un petit peu plus loin, ça permet aussi une abstraction totale du design. C'est concrètement, je vais faire des retours sur du fonctionnel. Mon client, il va pas pouvoir dire oui, mais attends, moi, ton icône, là, je suis pas. Oui, mais je m'en fiche, je te demande juste si tu fonctionnellement, oui, non. Bah, avec ça, il n'y a pas d'icône. Donc là, c'était. C'est compliqué. C'est un projet avec une méga recherche ultra détaillée où de base ils sont sur grand écran, ils ont un triview dans un triview dans un triview dans un triview avec des checkbox. Et donc on peut checker les box en face du triview pour sélectionner tout ce qui est en dessous. Le truc, il ne fonctionne pas du tout sur iPad. Donc ils ont voulu une refonte et il faut que ça fonctionne sur iPad. L'idée où on s'est dit, c'est comment est-ce que je vais pouvoir faire un truc comme ça sur iPad. Donc plutôt, encore une fois, que de faire le design directement, le proposer aux développeurs et me dire ça marche pas, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réfléchi, on s'est dit, bah, effectivement, on a repris un petit peu le système natif où on rentre dans une vue, dans une vue, dans une vue. Donc ça, c'est la même feuille de papier. C'est juste que quand je l'ai présenté aux développeurs, j'ai dit, bah voilà, là tu cliques là, et puis ensuite, paf, j'ai posé mon post-it, il se passe ça. Et puis ensuite, quand tu cliques là, je repose mon post-it. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que techniquement, ça te va? Est-ce qu'en JS, tu peux me le faire? Oui, non, si c'est pas bon, on fait autre chose. Il m'a dit oui, c'était cool, mon développeur aime bien les défis. Et donc là encore, ça permet concrètement de faire totalement abstraction du design, se concentrer uniquement sur les problèmes fonctionnels et vérifier en amont du projet, avant même d'avoir proposé quoi que ce soit à son client, que ce qu'on va lui proposer, effectivement, techniquement, on peut le réaliser. Pour aller un cran plus loin, on peut faire ce genre de truc. Alors, c'est toujours la même problématique de ma super application super complexe. J'ai des utilisateurs qui ont des médias. Ils ont plein de médias. Et puis, ils ont une timeline sur laquelle ils vont pouvoir mettre mes médias. Le souci, c'est que ma timeline, elle va jusqu'à J+15, voire carrément plus. Donc la question qu'on s'est posée, c'est comment est-ce que mes utilisateurs vont pouvoir placer les médias sur une timeline sans que ce soit trop compliqué? C'est super difficile en tant que designer de répondre à ce genre de questions sans vraiment tester des choses. La solution longue, ça aurait été de faire un prototype, de coder le machin, le bidule, et puis de tester et de se rendre compte que ça ne marche pas. La solution moins longue, c'est d'imprimer un faux iPad à taille réelle, du coup, de prendre ces petits ciseaux, de prendre quelques petits morceaux de scotch, et en fait de mimer, entre guillemets, les comportements de l'application. Donc ici, j'ai fait un prototype fonctionnel, entre guillemets, que j'ai pu tester, en fait, au final. Donc, comment ça se passe, le test? Tu vas voir ton collègue, tu lui expliques le concept. Tu lui dis, concrètement, tu as des médias, tu as une timeline, comment est-ce que tu ferais si tu devais mettre ton média sur un bout de la timeline qui est tout en bas? Et puis ensuite, j'ai simulé, quand la personne me drag and droppait le truc, je lui disais, là, tu t'attends à ce que ça monte, donc j'ai monté le truc à droite, etc. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que moi, mon hypothèse, c'était que les gens, ils allaient remonter la timeline, le mettre à peu près en face du média et drag and dropper le média. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que 50% des utilisateurs faisaient ça. Les 50 autres pourcents, en fait, ils prenaient le petit média, ils le plaçaient en bas de la timeline et s'attendaient à ce qu'il y ait un auto-scroll, en fait, à ce que la timeline remonte. Et je ne suis pas dans la tête de tout le monde, donc il n'y a aucun moyen où j'aurais pu me dire « mais attends, il y a des gens, ils vont faire ça ». Donc ce qu'on retient ici, c'est que, encore une fois, la méthode à l'arrache, des tests à l'arrache, ça vaut mieux que pas de test du tout. Nielsen disait que concrètement, tester avec 5 utilisateurs, ça va vous permettre de faire remonter 80% des bugs de l'application. Si vous arrivez à monter 80% des bugs de l'application et les corriger, c'est énorme au final. L'autre chose, c'était Steve Kruggs, l'auteur de Don't Make Me Think, qui disait que pour tester, ok, c'est mieux de tester avec le public cible, mais tester avec n'importe quel être humain doté d'un minimum de bon sens, ça marche aussi. Ce qui se passe ici, c'est que, ok, j'aurais pu tester avec mes utilisateurs finaux, mais au final, que je déplace des médias, des bananes ou des pommes, c'est pareil. Ce qui m'intéresse, c'est le comportement, c'est le fonctionnel. Donc en fait, ça marchait plutôt pas mal. Il y a des gens qui s'amusent à tester en proposant des cafés dans des Starbucks aux États-Unis ou carrément dans des McDo. Nous, on a des voisins, je me suis dit que si vraiment un jour j'ai besoin d'un gros panel de test, je vais aller enquiquiner les gens de l'Open Space à côté. Donc l'autre chose qu'on a appris, c'est tester à taille réelle. Se rendre compte que mon design cloisonné sur mon écran 24 pouces, j'ai pas forcément la même vision des choses que quand j'ai vraiment quelque chose entre les mains.
Donc c'est vrai que les problèmes utilisateurs entre moi qui design en Photoshop à la souris ou moi qui ai vraiment quelque chose entre les mains et je me rends compte que bah non, là c'est trop petit, c'est pas du tout la même chose. Donc au-delà de ça, on a testé, on a un concept d'application, on sait à peu près où on va côté fonctionnel. La question c'est comment est-ce que je vais designer la jungle des tailles 320, 768, 1024. J'ai pris un petit peu les trucs clichés parce que c'est les premières choses auxquelles les designers pensent en général, c'est je vais prendre les tailles des iPhones. Et encore, les iPhones, ils ont changé. Voici Kevin. Kevin est un intégrateur et j'aime beaucoup son tweet qui disait plus ou moins que lui, ce qu'il reçoit, c'est des maquettes toutes faites. Alors si vous avez de la chance, en tant qu'intégrateur, vous allez recevoir des maquettes mobiles, des maquettes tablettes, des maquettes grand écran. Si vous n'avez pas de chance, vous allez recevoir des maquettes grand écran et peaulerées de fond de fibre. Démerdez-vous. Donc c'est ce qui arrive assez souvent en général. C'est que soit on bombarde les intégrateurs de plein de maquettes et puis ils n'ont pas du tout de liberté, soit on leur dit rien du tout et il va falloir qu'ils se débrouillent. Donc les outils qu'on a aujourd'hui, que ce soit Photoshop, Sketch, Fireworks, GIMP, Inkscape ou tout ce que vous voulez, ils produisent des pixels figés sur une certaine taille. Mais nous, ce dont on a besoin en tant que designer, c'est d'aller bien au-delà de ça. C'est d'avoir des choses un petit peu plus flexibles. Et c'est de se dire, au final, est-ce que mon intégrateur, il a vraiment besoin que je lui design toutes les vues en 320 ? Enfin, moi, j'ai la chance de travailler avec des intégrateurs qui ont un minimum de jugeote et qui, quand le titre il passe sur 4 lignes, ils disent, ouais, il faudrait peut-être baisser la taille de la police. Puis ensuite, il vient me demander mon avis. Donc il y a des choses en fait que les intégrateurs, les développeurs avec un minimum de bon sens, je ne vous parle même pas de sensibilité artistique, juste de bon sens, peuvent faire tout seuls. Par contre, il y a des choses qui sont beaucoup plus compliquées à adapter. Donc ce qu'on s'est dit, c'était sur un projet, plutôt que de produire toutes les maquettes dans toutes les tailles, pourquoi on n'irait pas voir qu'est-ce qui va bloquer sur mobile ? Donc ce qu'on a fait, c'est un inventaire d'interface. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce projet-là, on avait le grand écran, il fallait faire une adaptation mobile tablette derrière en responsive. Donc on a pris l'intégrateur par la main au début du projet. Donc à ce moment-là, il n'y a encore rien de designé, on n'a même pas encore commencé les wireframes. On a réfléchi ensemble en se disant, on va lister toutes les pages, on va lister toutes les fonctionnalités. Qu'est-ce qui sera galère à optimiser sur mobile ? Et en fait, on va designer uniquement ces points bloquants. De dire, mon intégrateur, il va avoir besoin, effectivement, que je lui design les tableaux sur mobile. Parce que ça va être galère à optimiser. Donc là, c'est pratique parce que c'est une refonte. Je sais où je vais, j'ai tous mes éléments sur grand écran. C'est sûr que si vous partez de zéro d'un site pas du tout existant, c'est un peu compliqué. Donc c'est là où c'est important aussi, ce que je vous disais au départ, en amont, de préciser les fonctionnalités dans le cahier des charges. L'autre chose, c'est encore une fois du bon sens et de l'expérience. Si vous avez un site e-commerce, vous savez concrètement que vous allez avoir une vue produit, peut-être avec une fonctionnalité de zoom. Vous savez que vous allez avoir un panier d'achat. Dans le panier d'achat, il va y avoir un tableau, et le tableau, ça va être la galère sur mobile. Donc c'est vrai que même si on n'a pas forcément tous les éléments du projet, en se projetant un minimum, on peut imaginer déjà en fait, d'avance quels sont les points bloquants dont le développeur, l'intégrateur va avoir besoin un petit peu plus tard. Alors on remonte ses manches, on prend son intégrateur en début de projet par la main, on dit voilà, qu'est-ce qu'on optimise ? La première chose, c'est la navigation. Vous n'allez pas y couper. C'est le moyen principal qu'a votre utilisateur de se balader sur votre site. Donc la navigation, ça fera quasiment toujours partie des points bloquants, parce qu'en plus, chaque navigation sur chaque site est différente. Donc on est plus ou moins obligé de réinventer la roue à peu près à chaque fois qu'on va faire de la navigation mobile. Donc c'est un petit peu la chose incontournable. Ensuite, il y a ce que je vais appeler les trucs horizontaux par défaut. Les trucs horizontaux par défaut, c'est des composants qui, en général, sont prévus pour des grands écrans. Les tableaux. Sur un site bancaire, par exemple, vous allez avoir des tableaux super longs, ça passe super bien sur grand écran. Sur mobile, c'est une galère. L'autre chose, c'est les sliders. Les grands sliders d'images qui sont horizontaux par défaut, ça, va falloir les adapter. Et puis, dans les trucs horizontaux, vous avez aussi les systèmes d'onglets qui sont, par défaut, horizontaux. Ensuite, il y a les bidules touchy et interactifs. Donc ça va être ma super visualisation SVG qui va totalement ramer sur mon mobile. Va peut-être falloir en faire quelque chose. Pareil, les Google Maps. Mon développeur, il m'a fait une jolie Google Maps avec la petite épingle customisée, le JSON qui va bien pour changer les couleurs de la map au branding de ma boîte. C'est génial. Sauf que la Google Maps sur mobile, le souci, c'est qu'on finit vite de ce qu'on appelle des pièges à doigts. Au bout d'un moment, mon utilisateur, la Maps, elle prend toute la hauteur de son écran, il n'a plus du tout l'interface, et comme on peut zoomer, du coup, il ne peut plus sortir de la map.
Donc c'est vrai que ça fait partie des choses où on va se poser la question, comment est-ce qu'on va gérer ça sur mobile? Donc à partir du moment où on les a identifiés, ces points bloquants, on peut les faire en wireframe. Pour ça, en fait, j'aime beaucoup Illustrator, parce que Illustrator, j'ai pas des tailles. J'ai concrètement une espèce de grand canevas gris derrière, et ce que vous voyez là, en fait, c'est des artboards. Je choisis la taille de façon totalement arbitraire. Donc j'ai une espèce de visualisation de l'ensemble de mon projet sur un seul grand document, et derrière, je vais pouvoir designer en haut la navigation mobile, un petit bout d'une interface, d'autres morceaux, ce genre de choses. Donc c'est vrai qu'on peut avoir en fait une vue assez globale avec ce genre de truc, et que derrière, du coup, mon intégrateur il va se dire ouais, effectivement, ma navigation elle va finir comme ça sur mobile. On peut aussi par exemple faire uniquement les wireframes mobiles et derrière le design desktop, ou vice versa, faire le design mobile et uniquement des wireframes desktop. Et donc ensuite ça ressemble à ça. Plutôt que de donner des maquettes à mon intégrateur, je vais lui donner des consignes de redimension. Là, c'est encore une fois mon super tableau super complexe. Ce que je lui ai dit, c'est que mon tableau, il a 3 tailles. Il a grand, moyen, petit. La taille fixe dans le navigateur de moyen ou de petit, c'est mon intégrateur qui va le décider. Je vais lui dire, voilà, ça ressemble à ça quand c'est petit. Après, que tu me le mettes en petit, en 320 ou en 480, c'est à toi de voir en redimensionnant, en voyant en fait à quel moment ça va casser. Pareil pour moyen. Entre à quel moment tu me le passes en moyen, tu testes dans le navigateur, quand ça casse, tu peux me passer en vue moyenne. Donc c'est vrai que c'est une grosse différence entre donner des maquettes figées ou donner des consignes de redimensionnement. Le truc qui marche pas trop mal, mais par contre qui va vous faire des PS énormes, c'est d'avoir les différentes consignes à différentes tailles dans le même fichier. L'intérêt de ça, c'est que derrière, mon intégrateur, il va avoir directement la vision d'ensemble. Si je lui avais d'abord montré ça, et ensuite 3 semaines, je lui montre le mobile, il va venir me dire « Non mais attends, tu m'aurais montré le mobile avant, moi HTML, j'aurais fait différemment. J'aurais peut-être fait le HTML du mobile first, et puis ensuite, derrière, j'aurais rajouté des surcouches pour le grand écran. » Donc c'est vrai que d'avoir directement la vue d'ensemble, ça permet non seulement d'optimiser le code HTML, mais aussi derrière d'optimiser un petit peu mieux les CSS. Et puis au niveau des outils, on a des choses qu'on utilisait, qu'on gardait un petit peu pour nous, qu'on commence aussi maintenant à ouvrir aux clients. Ce qu'on appelle en fait un guide des styles. Ça, c'est encore une fois du gros projet d'e-commerce avec une 30aine de vues à designer. C'est super compliqué de designer 30 vues. Au bout d'un moment, on ne se souvient plus quelle est la taille des boutons, comment on avait fait ça. Donc ce qu'on fait, c'est qu'au fur et à mesure du projet, tous les composants qu'on va designer, on va les mettre dans un PSD à part, qu'on va appeler un guide des styles. En plus, dans ce guide des styles, je vais mettre mes composants dans différentes tailles. Donc ici, c'est le guide des styles de la fiche produit, enfin des produits en grand écran. Sur mobile, j'en ai plus que 2, les différents boutons changent de taille. Pareil pour les headers, j'ai dit, voilà, la taille du header va changer en fonction de si t'es sur un grand écran ou pas. Autre chose super importante, les états des boutons. C'est pas forcément à mon intégrateur de décider qu'est-ce qui va se passer au survol ou à active. Du coup, faire un guide des styles, ça lui permet d'avoir directement tous les états des boutons dans un seul fichier. Parce qu'on s'est déjà retrouvé avec des clients qui nous ont demandé « Mais la souris, là, ça fait partie de la maquette ?» Non, c'est juste pour vous dire à quoi ça ressemble quand on survole. Donc du coup, maintenant, on les met dans les guides des styles, au moins les clients sont beaucoup moins perturbés. Donc garder la cohérence graphique sur différents supports et tout au long du projet, on peut le faire grâce à ce genre de petites choses. Ensuite, on a la même chose côté intégrateur. Donc ce qu'il faut imaginer ici, c'est que ce n'est pas 3 pages, c'est dans le navigateur une très très longue page avec tous les composants de mon interface fonctionnelle en JavaScript. Donc si je joue avec les filtres, ça fonctionne. L'intérêt de ça, c'est qu'on livre au client. Le jour où il a besoin de créer des nouvelles pages, il va avoir tout ce qu'il lui faut. C'est un petit peu un côté, on lui fait son bootstrap à lui, quoi. C'est son mini framework. Et l'avantage, c'est que il va respecter les choix qu'on a fait en termes de design et d'ergonomie. On peut faire des trucs un peu plus bizarres. Donc ça marche pas forcément avec tous les clients. Le concept de style tile, se dire qu'en début de projet, plutôt que de designer la homepage, je vais juste montrer à mon client certains éléments. La typographie, les couleurs, un petit peu l'ambiance, donner le look and feel général du site. Et on fera ensuite une deuxième phase. Donc l'intérêt de ça, c'est qu'on va pouvoir valider en parallèle les choix graphiques, donc la direction artistique, et les wireframes. On peut avoir d'un côté un designer qui commence à bosser sur le côté un peu graphique du site, genre je vois trop des boutons comme ça va être cool. Et de l'autre côté, on a des argots qui vont vraiment mettre en place tout ce qui est la structure du site. Attention, ce n'est pas forcément adapté à tous les projets. Si vous avez des DA de ouf, genre vous faites le dernier site du
ah, c'est quoi cette série Gotham, c'est un magnifique site, on rentre dedans, c'est un truc ultra immersif, ben clairement, ça marchera pas. Donc s'il y a une DA très 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 complexe, avec chacune des pages du site qui est une expérience à part, c'est sûr que ce genre de choses marchera beaucoup moins. Un truc qui nous vient d'Angleterre, qui s'appelle élément de collage, qui a été utilisé pour le redesign de TechCrunch. Donc c'est Dan Moll qui a proposé ça, il va un petit peu plus loin. C'est-à-dire que plutôt que de donner une ambiance graphique, il va en plus designer déjà certains éléments à différentes tailles. Donc là, par exemple, on a les boutons sociaux, à quoi ça ressemble sur grand écran et à quoi ça ressemble sur mobile. Son astuce à lui, c'est de se dire, je le présente directement dans un mobile, comme ça le client comprend que ça, c'est pas un site, c'est vraiment différents éléments de mon site, designés à différentes tailles. L'intérêt, c'est que si on va plus loin, on peut faire ce genre de truc. On peut se dire, bah, la navigation, monsieur le client, va ressembler à ça, 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 en fonction de la taille. Est-ce que vous validez ? Là, le truc pratique, c'est que mon client s'abstrait totalement du reste du site. Il valide uniquement la navigation. Et donc, au-delà de ça, je n'ai pas forcément besoin de designer tout pour lui faire valider certains morceaux. Donc, ça nécessite une grande collaboration, designer, intégrateur. On va passer notre temps à discuter, limite rapprocher les bureaux, voire être dans le même bureau. Mais que se passe-t-il ? D'impliquer l'intégrateur au début du projet. On n'attend plus d'avoir fini les designs en fait, pour dire voilà mon intégrateur, démerde-toi, voici mes designs. Et surtout la confiance du client. C'est bête, mais tous les clients n'ont pas forcément la capacité d'abstraction de se dire je vais juste vous designer certains éléments, faites-nous confiance. De toute façon, votre produit fini, c'est le site. Au final, les PSD, c'est juste un point d'étape. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, on a été souvent très très surpris par des clients. À partir du moment où on leur a expliqué comment on allait travailler, pour l'instant, on n'a personne qui a refusé. On y va au fur et à mesure, hein, forcément, on ne révolutionne pas les process tous les jours. Mais c'est vrai que dire aux clients, imaginez, on va commencer par la fiche produit, qu'est-ce que vous en pensez ? En fait, ça passe. Donc on a des clients plutôt open au final. Et au pire, on demande et ça passe pas, c'est pas grave, on fera un truc un peu moins flexible. Ok, ça va. Et puis parfois, il faut savoir sortir aussi de ces carcans. Think outside the Photoshop box. Après, Photoshop, encore une fois, Fireworks, Sketch, ce que vous voulez. L'idée, c'est de se dire, si les outils suivent plus, je vais inventer des hacks. Qu'est-ce que je peux hacker ? Je peux faire ce genre de truc. Donc là, on est en phase de design. Le design a été validé pour la page de panier d'achat. Et mon intégrateur a quand même besoin de consignes. Le problème, c'est qu'on n'a pas budgété cette page en version mobile. Soit je fais un avenant, ça va me prendre un petit peu de temps. Nous, ce qu'on a fait plutôt ici, c'est qu'on a imprimé la page. Donc on a ouvert Photoshop, on a imprimé le design, on a sorti les ciseaux, un petit peu de pâte à fixe, on a découpé les éléments. Et puis on les a placés un petit peu autrement. Donc ça, c'est le design final. Ça nous a pris 10 minutes pour adapter le panier d'achat. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le client n'a jamais vu ça. C'est vraiment un outil interne pour nous, pour aider l'intégrateur, pour lui dire je ne vais pas te lâcher comme ça dans la nature, t'inquiète. Pour le panier d'achat, est-ce qu'on peut faire ça ? Qu'est-ce que tu en penses ? Et donc, on a encore les commentaires ici de qu'est-ce qu'on fait de ça ? Donc, c'est fait à la pâte à fixe. L'avantage, c'est que si l'intégrateur me dit ouais, non, mais ça, techniquement, t'oublies, je ne peux pas le faire. Ok, pas de souci, une autre idée. Donc, c'est bête, mais là, c'est en phase de design où on sort de Photoshop et puis on retourne un petit peu à du processus papier. L'autre chose, quand on arrive un petit peu à coder, c'est derrière faire du prototype fonctionnel. L'avantage de ça, c'est que aller expliquer à mon client que si l'écran fait moins de 768 de haut, la navigation, elle est sticky et sinon, elle passe en position absolue. Et voilà. Donc l'intérêt de ça, je l'ai mis sur GitHub, vous allez pouvoir le récupérer à la fin, c'est que plutôt que de passer 3 plombes à lui expliquer comment ça va fonctionner, on passe 10 minutes à le coder, un truc fonctionnel, et puis il voit l'animation, il redimensionne son écran, et il voit effectivement que quand l'écran est très très grand, la navigation ici n'est plus fixée pour différentes raisons. Et donc ça permet encore une fois de valider assez vite. On peut aller plus loin. Là, c'était de la gestion de typographie responsive. C'est un projet où le concept, ça va être de faire de la lecture en ligne. Donc ce qui est très important dans ce projet-là, c'est la typographie. Le problème, c'est que la typo, la gérer sur Photoshop, c'est bien sympa, mais on est très loin du navigateur. On est très loin aussi des rendus navigateurs. On peut faire des trucs absolument magnifiques dans Photoshop. Quand le client le verra dans le navigateur, il va être déçu. Donc l'idée ici, c'était de se dire, pour gérer ma typo responsive, plutôt que de le faire en 3 tailles dans Photoshop, je vais y aller directement dans le navigateur, je vais faire mes CSS et je vais pouvoir tester en fait. Je vais pouvoir me rendre compte que ça marche ou pas. Et ensuite, je l'ai vraiment testé sur le navigateur. Et je l'ai testé sur le mobile.
Attention danger, on s'est un petit peu fait avoir là sur ce coup-là avec le développeur, c'est la cliente n'a pas compris que c'était pas un produit fini. Donc quand on lui a montré ça, on était encore en phase de wireframe, elle s'est dit ah c'est cool, j'ai mon site la semaine prochaine. C'est-à-dire que en fait non parce que bon. Donc il faut être super clair en général avec les clients là-dessus et dire bah ouais on vous montre une espèce de preview, oui ça marche dans le navigateur, mais non il y a encore des phases de dev derrière, hein, vous n'allez pas avoir la livraison finale la semaine prochaine. Donc, au-delà de ça, va falloir communiquer. Comment est-ce que je vais communiquer mes maquettes aux clients ? La technique classique, c'est je balance un mail avec un fichier zip, voici les maquettes en JPEG et débrouillez-vous pour les valider. Un petit peu mieux, on propose un PDF, on envoie un PDF au client, on fait une présentation. Dans l'idéal, on lui fait la présentation directement en live ou sur Skype, ça marche aussi. Donc on a testé un petit peu plein de façons, ça fait un an qu'on joue un petit peu à ça, de livrer différemment les maquettes. Et on s'est rendu compte qu'en fait, avoir des maquettes interactives, donc quelque chose sur lequel les gens peuvent cliquer, facilite grandement, au final, non seulement à la validation, mais aussi ensuite pour le développeur, pour qu'il comprenne ce qui se passe au niveau des différentes vues. Ça ressemble à ça. Donc, c'est tout ce qui est à gauche. C'est concrètement, ça, c'est notre petit outil interne à nous pour présenter des maquettes mobiles. Toutes les zones rouges sont cliquables. Donc ici, le client, en fait, il va recevoir ça. Donc je vous ai mis juste pour l'échelle ce à quoi ressemble vraiment la chose en dehors d'un iPhone. Donc l'idée, c'est de se dire, bah voilà, il clique vraiment sur choix du rayon et il arrive sur la page où on a le rayon déplié. Donc avec ça, en fait, le client comprend comment vont s'enchaîner les vues. Et avec ça, le développeur aussi, quand il va intégrer, il va se dire, ah ouais, en fait, quand je clique là, effectivement, il se passe ça. C'est beaucoup plus simple que de dire, en fait, il se passe quoi ? C'est quoi la maquette 01.03.02. Catégorie choix du rayon déjà ? Donc ça permet de communiquer un petit peu à tout le monde, que ce soit intégrateur et client. Et donc l'autre chose plutôt pratique avec ça, c'est qu'on peut faire des tests utilisateurs. C'est que vu que c'est cliquable, je peux dire à mon utilisateur où est-ce que tu irais cliquer pour essayer de changer par exemple un filtré par marque. Si vous n'avez pas un outil interne, il y a plein de choses en ligne qui le font, donc il y a InVision, il y a Marvel App. Le truc plutôt pratique avec ces logiciels, c'est que soit votre client l'ouvre dans un navigateur et dans ce cas-là, il a l'iPhone autour, soit il l'ouvre vraiment sur un mobile. Donc vous n'aurez peut-être pas le temps, mais vous avez l'URL dans les slides, en fait, vous allez pouvoir tester. Et à partir de là, tu peux vraiment prendre le truc dans la main et puis regarder, cliquer. Ah non, en fait, finalement, ma zone de touch, elle est trop petite, on va l'agrandir. Donc c'est vrai que ça permet non seulement de faire valider au client, mais en plus au designer derrière de tester vraiment son design sur un appareil. Ce qui au final est plutôt pratique. Et puis ensuite, l'autre question, c'est les animations. On s'est rendu compte depuis quelques années que les animations, c'est plus juste de la poudre aux yeux. C'est pas de l'eye candy. Les animations, aujourd'hui, Google l'a bien compris avec Material Design, ça fait partie intégrante du design, ça fait partie intégrante de mon expérience utilisateur et ça aide les utilisateurs à comprendre ce qui se passe. Donc la question, c'est comment est-ce que je vais pouvoir communiquer mes décisions d'animation ? Parce que là, au final, Photoshop, ça reste du statique. Comment est-ce que je dis à mon développeur, ouais, mais en fait, moi, tu vois, quand je clique sur le bouton, j'aimerais pas juste qu'il change de couleur, j'aimerais bien un petit effet, tu vois, comme si c'était une bulle et tout. Donc c'est ça, mais comment communiquer les animations aux développeurs ? Comment les communiquer aussi, forcément, aux clients ? Le retour du sacro-saint GIF animé. Donc les GIFs animés, à un moment donné, ça servait à envoyer des petits trucs drôles à mes gentils collègues développeurs. Ça sert aussi à des cas plus concrets. Donc là, c'est le retour sur notre super application de recherche. Je peux expliquer à mon client pendant 45 minutes qu'est-ce qui se passe. Tu vois, en fait, quand tu cliques, il y a un truc qui arrive vers la gauche et puis c'est la sous-vue. Ou alors, je peux lui montrer ça. Ça prend 10 minutes à faire dans Photoshop. Après, vous voyez la tête de Michael que vous pleurez, mais on s'en fout. Ce qui est important, c'est cette chose-là. Pareil, dans After Effects, il n'y a pas forcément beaucoup de compétences. Je n'ai pas du tout une formation de motion designer, mais juste en me disant, avec un petit peu d'astuce, on peut faire des trucs assez rapidement. Et donc là, le développeur, quand il voit ça, il comprend que non seulement je voudrais que ça apparaisse, mais qu'en plus, quand ça apparaît, ça doit slider depuis la droite. Ça, en termes d'expérience utilisateur, ça fait comprendre concrètement à mon utilisateur qu'il va descendre d'un niveau. Et quand on le fait repartir de l'autre côté, c'est comme j'ai changé l'animation de sens, je remonte d'un niveau. Il y a pas mal de choses en ligne qui permettent de communiquer les animations. Donc soit on peut les coder soi-même. Vous avez par exemple animate.css, vous avez elementtransition.js. Il y a Polymer aussi qui propose toute une librairie avec du material design.
Donc c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'outils. Là, j'ai vu passer un nombre incalculable de nouveaux jouets. Il y a Framer.js, il y a Facebook et son origami, il y a Pixate.com. Donc c'est un petit peu la tendance là en tant que startup, c'est de monter un outil en fait qui permet de communiquer du design d'animation pour du mobile et des grands écrans. Donc l'idée c'est de se dire, je vais voir mon développeur, dis j'ai vu ça sur un site, qu'est-ce que tu en penses? C'est beaucoup plus simple de montrer quelque chose qu'on a vu ailleurs et dire est-ce que tu crois qu'on peut reproduire cet effet? Est-ce que techniquement c'est faisable? Oui, non. Pour l'instant j'ai de la chance, mes développeurs m'ont souvent dit oui. Donc l'idée c'est encore une fois communiquer. Et donc à partir de là, on va se rendre compte qu'en fait, ça va être compliqué de garder les modes de fonctionnement actuels. Tout ce que j'en ai vu pour le moment, tout ce qu'on a fait nous pour l'instant en agence, ça nous fait de plus en plus nous dire que effectivement l'époque du super processus de création, que ce soit de sites ou de produits linéaires, c'est pas forcément très pratique. Donc avant, on pouvait faire ce genre de choses, la planification, ensuite on passe en phase de wireframe, puis les wireframes passent au designer, intégration, développement, mise en ligne, mise en prod, test, blablabla. C'était poussé à un point où on avait par exemple des équipes dans différentes zones du bâtiment, où tu as les designers d'un côté de l'aile et puis les développeurs à l'autre bout du bazar. Et donc il n'y avait jamais une communication. On peut pousser le vice où on se retrouve avec une boîte qui fait l'ergonomie, une autre qui fait le design, une troisième qui fait le HTML, CSS et une dernière qui fait le dev. Ça nous est déjà arrivé en fait, d'intervenir soit en tant que designer, soit en tant qu'intégrateur sur une maquette et ensuite l'envoyer à une autre boîte. Ça, c'est compliqué en fait en processus mobile parce que au final, tout ce que je vous ai montré avant, ça tend à avoir un petit peu un processus un peu comme ça. On a toujours notre phase de planification, mais derrière les phases de wireframe, de design, d'intégration, de développement commencent à être mélangées. Donc on n'est pas forcément obligé de tout le temps refaire tout le cycle, mais on va souvent se retrouver à itérer, à faire des retours en arrière parfois. L'exemple concret, c'est encore une fois mon super site e-commerce. Il y avait une navigation déroulante, on s'est dit pas de souci, sur mobile on va faire 2 niveaux. Quand on clique sur le titre, on rentre sur la catégorie. Quand on clique sur la petite flèche à droite, on rentre dans le niveau 2. On l'a prototypé en wireframe, on l'a designé, on l'a intégré, et là on l'a testé dans un navigateur. Et on s'est rendu compte que en fait, ça ne marchait pas. Le client n'était pas du tout content. Il nous a dit tant pis, on repasse en phase de design, on va refaire un nouveau truc, les gens vont accéder qu'au niveau 1 finalement. Donc l'idée c'est de se dire, oui, quand on est obligé de passer de nouveau de la phase d'intégration à la phase de design, si on n'a pas un minimum de communication avec les équipes et tout le monde travaillant dans la même boîte, c'est très très compliqué au final d'itérer. On a des lignes en fait de plus en plus fines entre les designers et les intégrateurs, et puis on a surtout besoin de nouveaux livrables. Donc nous on a essayé de hacker, faire des trucs, après il n'y a pas forcément de super solutions. La conception mobile, c'est pas une science figée, c'est ce qui est plutôt cool. On peut se tromper, on va se tromper, on doit se tromper. En fait, il faut tout simplement, au final, accepter d'apprendre de ses erreurs. C'est pour ça aussi que je vous ai dit aujourd'hui, là on s'est foiré, ça marche pas trop bien avec le client, attention danger. En parler, il n'y a pas de honte à se tromper, donc au final, on arrive à réparer ses erreurs. Donc ce que je vous ai montré aujourd'hui, c'est plein de techniques, d'astuces, de trucs qu'on a testés sur le tas, la méthode brevetée à l'arrache. J'ai pas vraiment de solution miracle à vous proposer pour répondre à ma problématique de départ, je suis désolée. Si vous en avez une, on peut en discuter après, ça peut être sympa. Juste un conseil, c'est concrètement garder l'esprit ouvert. La communication entre les équipes devient de plus en plus primordiale en fait. C'est bête de se dire qu'il faut arriver au mobile pour se rendre compte que la communication est importante, certes. L'amitié de la conception web et de mobile se croise. On a de plus en plus de développeurs, d'intégrateurs qui commencent à avoir une véritable sensibilité graphique, voire un attrait pour le design et l'ergonomie. Ce matin, on avait une développeuse qui nous parlait d'expérience utilisateur. C'est quand même assez génial d'avoir un développeur qui parle d'un truc qui est d'habitude réservé aux designers. Et puis, on a de plus en plus de designers qui s'intéressent au code, donc qui commencent à faire joujou avec du HTML, CSS. J'ai un pote designer, là, il s'est décidé à apprendre de l'Xcode. Donc on ne va pas en faire des développeurs, attention. Mais le fait qu'ils s'intéressent au code, ça leur permet d'avoir un début de système de communication, de se dire effectivement, ça on peut le faire, ça on ne va pas pouvoir le faire. Donc sortir de sa zone de confort, c'est bénéfique à tous, que ce soit designer, intégrateur, voire même carrément client, tester de nouvelles choses. Pour preuve, vous êtes là, développeur Android, à écouter un designer, vous parlez design pendant 45 minutes.
Voilà, voilà. Donc les slides sont déjà en ligne. Est-ce que vous avez des questions? 44, oui. Je tiens à dire que je vois pas la salle. Ok, c'est bon. Ouf. Devant. Bonjour. J'ai l'impression que pas mal de déboires que vous avez eus est dû au fait que vous travaillez pas en agile. Alors c'était une question, est-ce que ou pas vous bossez en agile? Et est-ce que l'agilité permet de résoudre certains problèmes que vous avez eus, notamment de mettre de l'itération dans la définition du besoin, etc. Et la question qui vient derrière, c'est est-ce qu'une itération agile courte, type 2 semaines, qui est de plus en plus préconisée, va être suffisante pour avoir le temps de faire l'itération du design puis de développer? Alors en fait, on a tenté en agile. Le gros projet e-commerce, là, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas fait tout le design tout de suite. On a passé par module. On a commencé par l'accueil dans différentes versions. Puis on a fait toute la partie fiche produit, puis catégorie, puis tunnel d'achat. Moi, j'ai trouvé ça super pratique. J'ai adoré travailler comme ça en tant que designer. Derrière, l'intégrateur a beaucoup moins apprécié parce qu'elle m'a dit bah écoute, si jamais j'avais eu la vision globale du projet, j'aurais pas du tout fait comme ça en CSS. C'est que du coup, elle a fait des CSS beaucoup moins réutilisables. Quand on est arrivé sur la fiche produit, bah, elle a dû recréer des trucs parce qu'elle s'est dit, alors que si avant elle avait vu à quoi ressemblait la fiche produit au moment de l'intégration de l'accueil, elle aurait pu factoriser des CSS et faire du CSS orienté objet. Après, le e-commerce, c'est un truc particulier parce qu'au final, il n'y a pas grand-chose de réutilisable en e-commerce. Chaque gabarit est un peu différent. La fiche produit n'a rien à voir avec la catégorie, même les grilles. Enfin, au final, il n'y a pas beaucoup de choses qu'on a pu réutiliser à part la taille des boutons. Donc on a essayé. Moi, en tant que designer, j'ai bien aimé. Après, derrière, effectivement, côté intégration, ce qui manquait vraiment, c'était la vision globale du projet. Après, c'est vrai c'est du web, donc c'est pas des modules figés. Et une fois que le module est fini, c'est fini, on passe à autre chose. C'est un espèce d'ensemble cohérent. Et c'est vrai que du coup, c'est un peu compliqué pour avoir la cohérence de l'ensemble, surtout apparemment côté HTML, CSS, de bosser en tout petits morceaux morcelés. Donc là, ce qu'on tente, c'est justement, là, le projet qu'on fait, on commence par la vue produit. Et on va avoir des vues d'ensemble et bosser un peu plus en agile, mais pas totalement. Bonjour. J'ai vu passer Knax. Vous travaillez justement Dans les slides, là Ouais. Ah d'accord. Vous travaillez justement avec cette méthodologie ou pas du tout Avec cette méthodologie. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Knax, c'est juste un framework CSS. Ouais. Alors, chez Alza Création, on travaille avec Knackes. Après, on ne l'impose pas au client, en fait. On est plutôt open de ce côté-là. Si le client il veut du Bootstrap, du Zorb ou carrément pas de framework, il n'y a aucun souci. Et en termes de grille, après, par exemple, vous avez pareil, ça va être en fonction du projet et du client? Ouais, tout à fait. Et en fonction du design. Après, Knackes, c'est un framework ultra léger, donc tu fais à peu près ce que tu veux pour les grilles. Là, c'est vrai que par exemple, pour la typographie, j'avais bossé avec Knackes parce que la grille typographique et la façon dont sont faits les différents. La relation. Ouais, la grille typographique. Vous voyez ce que c'est une grille typographique? C'est la relation entre les tailles des headers, du texte, le line height, tous les trucs de designer. Mais en fait, elle est plutôt bien faite sur Knackes. Donc c'est vrai qu'un projet où derrière on va avoir besoin de la typo, moi je l'ai utilisé. Après, mon développeur, j'ai aucune idée de s'il va réutiliser Knackes ou pas. Là, c'était plus pour aller plus vite en fait. Ok, merci. Oui, bonjour. Je suis développeur Android. Je suis là. Désolé. Je suis développeur Android et je me sensibilise un petit peu au design. J'aimerais savoir si vous avez des lectures ou des blogs à lire pour essayer de se sensibiliser un peu avec les couleurs, la typo, essayer d'apprendre un petit peu, quoi. 150 à peu près. Des blogs, il y en a plein. Il y a des trucs ultra généralistes. Après, il y a un truc plutôt pas mal, c'est Gibbon, qui permet d'avoir des reading lists où tu dis je veux apprendre sur le design, et il te propose ce qu'ils appellent les daily ou weekly digest. Donc tu dis bah voilà, je vais sur Gibbon, je m'inscris à des reading lists, et derrière il te propose des articles. Donc c'est pas forcément des articles que d'un site, c'est des articles sur la thématique expérience utilisateur, ce genre de choses. Après, il y a énormément de choses en ligne. Il y a Smashing Mag que j'aime bien, mais c'est ultra généraliste. Codrops pour l'inspiration, où ils font des démos waouh. En général, derrière, les intégrateurs râlent en disant que c'est pas accessible et que c'est pas cool et qu'il faut pas le faire en prod. Mais quand on cherche l'inspiration, c'est vrai qu'il y a des trucs un peu sympas.
merci. Mais c'est que des ressources en anglais. Bonjour. Moi, j'avais une petite question. Vous parlez de designers qui commencent en fait à s'intéresser au code. Est-ce que vous n'avez pas peur que justement ça bride la créativité? Parce que quand on sait comment techniquement certaines animations, certaines choses sont dures à faire, le designer va peut-être se dire ah, non, je ne vais pas mettre ça parce que c'est vachement galère, alors qu'en fait l'effet serait vraiment cool. Moi, je m'intéresse au code et en général, du coup, je sais à peu près que ce que je veux faire, c'est faisable en fait. Mais après, mon développeur, il me dit à chaque fois, c'est un défi. Genre, je vais le faire, t'inquiète. Mais après, comme je disais, c'est des designers qui s'intéressent. L'intérêt, c'est surtout de comprendre le fonctionnement du HTML. C'est pas vraiment pour les effets waouh. C'est plus de se dire comment fonctionne le flux d'une page web et comment les blocs vont pouvoir se placer par rapport aux autres. C'est vraiment plus vraiment le côté technique global, comment fonctionne un navigateur, plutôt que de se dire est-ce que ça, je peux le faire en CSS ou pas. Sachant que pour l'instant, j'ai jamais rien trouvé qu'on puisse pas faire en CSS, à part aligner verticalement un truc sous IE8. Désolée. D'autres questions? Ok, bah merci beaucoup.